Bien, je vais commencer alors. Bien, bonjour à tous qui êtes là. Donc, en conférence, dans le cadre des conférences en ligne que Cités remarquables de France a souhaité maintenir dans le cadre du Salon du patrimoine, puisque cette conférence était prévue normalement en présentiel au Salon du patrimoine. Cette conférence, donc, va avoir un cadre un peu spécifique puisqu'elle est donc en visioconférence. Elle durera 1 heure et nous allons essayer de maintenir ce timing. À rappeler que cette conférence donc est enregistrée et qu'elle sera diffusée sur le site du salon par la suite. Donc, les micros sont coupés, ils seront ouverts à la fin des différentes interventions pour que vous puissiez poser vos questions et intervenir donc suite aux 4 interventions que vous allez pouvoir entendre. Alors, un mot sur le thème de la conférence, patrimoine et tourisme de proximité. C'est un sujet qui est extrêmement important pour nos villes et territoires, pour Cités. Et depuis plusieurs années, nous avons souhaité nous intéresser à ce sujet sur l'ensemble des patrimoines, patrimoine des centres anciens, mais aussi patrimoine des paysages. Et il nous a semblé important de montrer les expériences que mettent en place nos collectivités sur ce thème. D'autant plus qu'on est sur une année un petit peu particulière. Cité a lancé des opérations et Héloïse Fagnier aura l'occasion de parler des opérations que nous avons mises en place. Cette année, elle est particulière, nous le savons tous, c'est une année un peu complexe due à la Covid, donc qui nous a amené à avoir une saison un peu difficile. Ceci dit, les collectivités ont su réagir en mettant en place des opérations particulières pour répondre aussi à un tourisme plus durable, un tourisme de proximité qui est aussi un sujet que l'on prône ou que l'on défend au sein de Cité. Alors, 3 expériences de ville vous seront donc présentées avec Patricia Duvernay qui présentera des expériences de Périgueux, à Périgueux, donc au sein de Périgord, dans le sud-ouest. Bertrand Masson, adjoint maire de Nancy, qui nous présentera également les expériences menées dans la ville de Nancy. Et Florence Vincendé, de Maurienne Tourisme, nous présentera aussi les actions menées sur le tourisme, notamment à vélo. Mais en introduction, nous allons avoir un point de Valère Rousseau, d'Atout France, qui va nous faire peut-être un point, alors j'espère pas trop pessimiste, de la saison et du futur sur 2020 et 2021, mais en tout cas, nous donner un état des lieux du tourisme pour cette année. Valère Rousseau, pardon. Excusez-moi, j'ai abîmé votre nom. Donc, vous allez nous parler, nous expliquer un peu quelle a été la saison, quels sont les chiffres de 2020 et comment on envisage 2021. Oui, bonjour à tous. Merci Marie-Lise et merci à Cité Remarquable pour cette invitation. Donc effectivement, je vais me substituer modestement à mes collègues de l'Observation à Atout France pour vous présenter quelques chiffres dans cette année que vous avez caractérisée de particulière. Effectivement, pour le secteur touristique, elle est même totalement inédite. Et puis, peut-être que si j'ai encore 2 minutes à la fin de mon intervention, je vous présenterai un programme que j'anime au sein d'Atout France qui est réinventé de patrimoine et qui est en lien avec les thématiques de cette table ronde. Donc cette année, effectivement, elle est totalement inédite pour le secteur du tourisme en France, avec des pertes très significatives, beaucoup plus importantes, par exemple, que lors des attentats dramatiques de 2015-2016. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent dans la presse et que vous avez peut-être vu jusqu'ici. C'est ce que je disais tout à l'heure à Héloïse en aparté. J'ai encore vu ce midi les aéroports de Paris qui annonçaient moins 65 à moins 70% de trafic en France cette année. Mais simplement peut-être un chiffre pour résumer tout ça. Atout France a estimé la baisse de la consommation touristique en France entre 50 et 60 milliards d'euros pour cette année. Voilà, avec les incertitudes qui pèsent encore sur les 2 mois qui restent. Donc c'est considérable. Pour vous donner une idée, le tourisme, ça pèse 7 à 8% du PIB. C'est la consommation touristique en France ces dernières années, c'est 170 milliards d'euros, 110 milliards, on va dire 2 tiers pour la consommation domestique, donc
voyageurs français en France et 60 milliards pour les touristes internationaux. Donc, en termes de retombées économiques, c'est comme si il n'y avait pas eu de touristes internationaux en France cette année. Voilà. Donc, je trouve que c'est voilà, une mesure qui est assez parlante. Donc, face à cette situation vraiment très particulière, l'État donc, a annoncé dès le mois de mai, durant le confinement, un plan exceptionnel de relance de l'ordre de 18 milliards d'euros pour soutenir les territoires et les entreprises avec un certain nombre de mesures, donc exonération de charges sociales, un fonds de solidarité, le PGE, le prêt garanti par l'État opéré par le BPIFrance, etc. Voilà. Donc, si on revient un petit peu effectivement en deuxième diapositive sur cette année, on peut voir trois grands temps, pour rappel. Donc, au printemps, donc le secteur qui était à l'arrêt. Donc, après un mois de janvier, un mois de février à peu près conforme aux années précédentes, on a donc eu une fermeture des frontières, on va dire quelque peu désorganisée au niveau européen et mondial. On a donc la fermeture d'un certain nombre d'activités touristiques. Je pense qu'on a tous en tête ces images d'avions cloués au sol sur le tarmac, de musées, de cafés-restaurants fermés également. Et donc, voilà, l'intervention de l'État avec notamment le chômage partiel pour l'ensemble des secteurs et puis des mesures d'urgence spécifiques au tourisme. Pour ce qui est de la saison estivale, alors, elle a été relativement courte, principalement sur juillet-août, très peu sur juin malheureusement. Elle a été inégale selon les territoires. Donc, il y a des espaces touristiques tels que le littoral, la montagne, la campagne qui ont été très attractifs et beaucoup moins, et on peut imaginer pourquoi, des villes et notamment les grandes métropoles régionales. Mais globalement, bon, voilà, c'était quand même une bonne saison par rapport à ce qu'on espérait. En tout cas, c'était une meilleure saison que certains de nos voisins européens, notamment l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Donc, pour un certain nombre de facteurs, bon, la mobilisation de l'État, je l'ai évoqué. Il y a le fait aussi, voilà, la consommation, je dirais, les voyages aussi des Français. En France, la consommation domestique est souvent oubliée et elle est très importante. De manière générale, c'est ce que je disais, 2/3 des retombées économiques du tourisme en France. Mais là, presque la totalité des Français, du coup, sont partis en France. J'ai mis le chiffre, 94% des Français cet été, donc c'est 20% de plus que d'habitude. Et puis, il y a eu également effectivement une campagne de communication donc pilotée par Atout France, que vous avez sans doute vu. Cet été, je visite la France, qui était relayée par tous nos partenaires, les territoires aussi en région et beaucoup de chaînes d'information. Donc, il y a eu beaucoup de visibilité, plus de 20 millions de vues de cette campagne. Voilà. Pour ce qui est de l'arrière-saison, et de l'hiver, effectivement, on a pas mal d'incertitudes. Je pense qu'on a tous en tête là les discussions qu'il va y avoir cette semaine au sommet de l'État et les décisions qui seront prises et annoncées, je pense, d'ici la fin de semaine sur, voilà, sur peut-être des mesures plus renforcées, en tout cas pour lutter contre la propagation du virus. Mais on a effectivement des difficultés, des intentions de départ qui sont relativement faible, bien évidemment, avec forcément des festivals qui sont parfois reportés, des établissements, cafés-restaurants qui sont fermés les soirs dans les grandes villes avec le couvre-feu. Donc voilà, l'ambiance n'est pas à la fête malheureusement. Et puis en matière de tourisme d'affaires, les parcs expositions et les centres de congrès sont également fermés. Et les entreprises, bien évidemment, ne veulent pas prendre le risque aussi d'organiser en présentiel des séminaires et des incentives, des conventions. Et donc, ce qui contraint les lieux réceptifs, mais aussi indirectement les hôtels qui dépendent beaucoup de ces segments de clientèle. Voilà. Donc, pas mal d'interrogations pour cette fin d'année. Une année effectivement très, très particulière, mais peut-être que si on poursuit après, voilà, on a encore beaucoup d'incertitudes pour les territoires et les entreprises, mais on a quand même quelques tendances qui sont dessinées. Et si on essaye d'être optimiste, quelques opportunités qui ont pu être aperçues cet été. J'en ai retenu deux qui font un petit peu écho avec la thématique de tourisme de proximité et de patrimoine. La première, c'est justement on va dire la diffusion, l'évolution du tourisme de proximité en France. Qui s'est opéré cet été.
On a voilà, des clientèles qui, si on regarde la carte là à droite, donc c'est les dépenses touristiques par département entre août 2020 et août 2019, la couleur verte étant des hausses de fréquentation. On voit une carte relativement verte, donc effectivement des clientèles qui se sont rapprochées des territoires, on va dire, qui ont voyagé dans leur territoire ou dans les régions voisines, comme notamment dans le Massif central, dans les montagnes, donc les Alpes, les Pyrénées, la Normandie ou la Bourgogne, par exemple. Et on a des fréquentations plus fortes qui ont été observées dans des petits sites. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment, alors je pense à des échanges que j'ai pu avoir avec des opérateurs en région, notamment la Sémitour en Dordogne, qui est donc un opérateur du département pour gérer un certain nombre de sites culturels et patrimoniaux et qui a observé des fréquentations plus fortes dans des petits sites comme le château de Biron, par exemple, ou le cloître de Cadouin, ou dans les Hauts-de-France, à Guise notamment, avec un château médiéval où je crois que le pic de fréquentation a été observé historiquement là, cet été en août 2020. Donc je dirais que la corrélation de ces deux tendances, si le contexte se maintient, disons, pour l'année prochaine, je pense que ça démontre que les clientèles recherche de grands espaces, en fait, souhaitent s'éloigner des flux de touristes. Et donc, recherche soit des grands espaces naturels, soit des petits sites loin voilà, des grands bassins touristiques que sont notamment les métropoles régionales. Voilà, et pour cette diapositive, et puis voilà, peut-être vous faire un petit focus sur le programme Réinventer le patrimoine, donc qui est animé au sein d'Atout France pour le compte du ministère de la Cohésion des Territoires et de la Banque des Territoires. Donc c'est une expérimentation à destination d'une dizaine de collectivités en France pour animer, pour on va dire, développer des activités économiques, touristiques et culturelles au sein de monuments historiques. On fait le pari que le tourisme, la relance du tourisme aussi peut se faire par le tourisme de proximité et le développement de nouveaux usages qui répondent voilà, aux besoins actuels des clientèles touristiques, qu'elles soient locales, hein, d'une région ou internationales. Donc, on ne finance pas des travaux de rénovation ou des projets d'aménagement dans ces monuments, mais on accompagne les collectivités en ingénierie. Parce qu'on s'est aperçu que voilà, beaucoup de collectivités et des propriétaires de patrimoine en France souhaitaient le réveiller, l'animer, mais n'avaient pas forcément les clés de méthode pour pouvoir y parvenir. Donc, nous, on fait cette expérimentation avec une dizaine de sites qui ont été sélectionnés à la fin de l'année dernière. Et on essaye d'en tirer un certain nombre d'enseignements qu'on voudra partager, hein, diffuser vers le plus grand nombre, et notamment des porteurs de projets ou des collectivités territoriales propriétaires justement de monuments qu'elles souhaiteraient animer. Et on va créer à cet effet un site internet bon, dès le début de l'année prochaine, hein, j'espère dès le mois de janvier 2021, pour pouvoir justement partager bah, voilà, cette aventure et les grands enseignements que nous en tirons. Voilà, bah, écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop négatif dans ces présentations, dans ces quelques chiffres. Et puis je laisse la parole du coup aux autres intervenants qui vont présenter du coup leur projet. Je vous remercie. Merci beaucoup Valère pour cette belle introduction. Donc, on voit bien que le tourisme est, comme pour beaucoup d'autres, un secteur qui doit s'adapter au maximum. Vous avez dit que 94% des Français qui sont partis en vacances en 2020 sont restés en France. Donc, c'est tout de même une période opportune pour faire redécouvrir la France aux Français. Donc, je vais profiter aussi de cette petite aparté pour présenter deux des projets qui sont menés par Cité Cité dans le but d'accompagner ces territoires membres dans leur promotion touristique. Donc, la première est en fait un partenariat avec les éditions du Guide Vert Michelin, avec qui nous travaillons actuellement sur l'édition de 2 guides qui référencera nos territoires membres sur minimum 2 pages.
Et comme le précisait tout à l'heure Marie-Lise, l'axe de promotion que nous avons choisi touche notamment tout ce qui est tourisme insolite, avec cette idée de redécouvrir certains lieux sous un autre angle, souvent plus original et associé à une expérience vécue et partagée. Et également tout ce qui est tourisme vert, tourisme durable, pour s'inscrire dans une volonté globale de connaissance et de protection de l'environnement. Donc ça, c'était pour Michelin. Et on a également cette deuxième action menée qui concerne donc, la campagne de promotion touristique avec justement Atout France et un groupe de blogueurs influenceurs de type carnet de voyage en ligne qui dispose d'une grande audience sur les réseaux sociaux. Donc en fait, en 2019, on avait déjà un peu anticipé, disons, on a 19 villes adhérentes de notre association qui ont participé à la démarche et qui ont su profiter de la haute visibilité que leur proposait Atout France et les influenceurs et la qualité du contenu délivré par les blogueurs qui ont réalisé pour chaque ville 3 vidéos promotionnelles et une vingtaine de photos qu'ils peuvent désormais utiliser dans leur support de communication. Donc, une fois de plus, cette campagne, elle s'est axée sur le slow tourism, le fait de désaisonnaliser le plus possible, sortir des sentiers battus et surtout éviter les flux touristiques. C'est vrai que par les temps qui courent, il vaut mieux éviter. Donc, on remarque un réel intérêt pour les courts séjours, la notion d'itinérance et l'engouement pour la découverte d'activités insolites qui font souvent l'objet d'une attractivité locale et qui montrent une attractivité et une identité régionale forte. Je vais pouvoir, en transition, passer la parole à Patricia Duverneuil, qui vous êtes élue au tourisme de la ville de Périgueux. Et vous avez donc choisi de nous présenter l'artisanat. En quoi est-ce que l'artisanat est un vecteur d'activité touristique à Périgueux? On n'a pas le… Pardon, excusez-moi. Oui, donc je suis Patricia Duverneuil, donc nouvelle élue à la ville de Périgueux, en charge de la promotion touristique. Et donc, par contre, j'ai pas les images. J'ai passé la slide. Donc, je démarrerai en fait par une présentation effectivement de notre ville de Périgueux qui est la capitale du Périgord, hein, et ville pionnière en Aquitaine, qui a obtenu depuis 87 le label Ville d'art et d'histoire. Donc, le projet effectivement culturel qui associe dans cette démarche dans tous les éléments de patrimoine, qui soient naturels ou paysagers, architectural, urbain et mobilier, patrimoine technique et ethnologique et artisanal qui contribue à l'identité d'un territoire, qui associe effectivement les citoyens en impliquant les acteurs locaux qui deviennent des ambassadeurs auprès des touristes. Donc les marchands et artisans qui sont à l'origine effectivement de la constitution de la nouvelle ville du Puy-Saint-Front, autour de la collégiale Saint-Front, devenue cathédrale en 69, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle depuis 1998. Ces pèlerinages ont participé à l'essor marchand et artisanal au cours des siècles, et le premier marché s'est organisé autour de ce lieu, entraînant à la naissance de plusieurs autres fils des places, notamment le marché au gras qui se tient de novembre à février. Voilà. Ensuite, le slide 2, voilà, le marché au gras en fait. Donc, à travers son patrimoine, au service, la ville de Périgueux, à travers son patrimoine, s'est rapprochée de ces artisans-là, comme vous pouvez le voir, qui sont des artisans, donc des producteurs locaux, donc de foie gras, canard, et à la découverte donc de ces marchés sur les ateliers où les artisans et les producteurs deviennent à la fois acteurs et, je dirais, ambassadeurs en fait de ces métiers, de ces produits.
Pardon, slide 3, effectivement. Donc, voilà, donc en fait, donc autour de ces artisans, on a aussi, donc surtout, et avec les artisans de bouche, donc, mis en place des parcours gourmands. Des parcours gourmands à travers les marchés et les places historiques. Donc, à travers des balades qui allient le patrimoine, la gastronomie et l'artisanat. Bon, Périgueux possède un riche vivier en matière d'artisans. Aujourd'hui, ils sont répertoriés sur la ville de Périgueux centre. On est à 59 entreprises métiers d'art et 153 sur le Grand Périgueux, tout confondu, donc artisans métiers d'art et artisans de métiers de bouche. Donc Périgueux est précurseur dans le département pour avoir mis en place avec la Chambre des métiers et de l'artisanat des parcours alliant rencontres avec ses producteurs et ses artisans qui acceptent d'ouvrir leur boutique ou leur atelier. Donc, par exemple, sur le slide 4, avec la découverte, voilà l'exemple, la découverte d'un atelier de poterie, donc dans une ancienne échoppe médiévale, avec plusieurs artisans vanniers, artisans qui travaillent le cuir aussi. Et ces ateliers constituent pour la plupart sont constitués dans des pépites architecturales qui permettent une double approche, l'approche effectivement de l'artisan dans des lieux, dans des sites historiques, sur des sites historiques. On a aussi, donc sur le slide 5, on va vous montrer, voilà l'atelier, donc je l'ai pas, ça c'est l'atelier effectivement de la potière Claire Le Creux, et nous devons avoir sur le slide 5 l'atelier de cuir rue Aubergerie, pareil, qui est voilà. Donc, c'est vrai que cette production locale créative des artisans sont mis en lumière à travers ces sites thématiques. Donc, vous pouvez apercevoir la tour de Vaisonne, la tour Mataguère, pardon, excusez-moi, la tour Mataguère, et à contribuer à la reconnaissance de ces métiers d'art auprès d'une clientèle locale et touristique. Donc, je dirais qu'en conclusion, le service municipal de ville d'art et d'histoire assure ses découvertes et rencontres, tandis que l'office de tourisme de la ville en assure la promotion à travers la diffusion de ses programmes. Car aujourd'hui, la compétence touristique étant déléguée à l'agglomération. Donc, il est important de travailler en complémentarité et synergie avec l'agglo. La ville capitale de Périgueux constitue en fait la locomotive des autres villes et villages dont on doit assurer une forte identité en fait. Et c'est un fort outil de communication qui révèle des artisans présents à l'année dans des traditions ancestrales. Excusez-moi, voilà. Donc, on a eu plusieurs reportages cette année, dont Maison France 5, TF1. Voilà, donc les projets avec la Chambre de métiers et d'artisanat sont à évoquer pour allier avec Périgueux et le département sur l'édition d'un futur
documents. Voilà, alors j'espère que j'ai été à peu près claire. C'était ma première intervention. Merci beaucoup, Patricia Duverneuil, de nous avoir présenté tous ces exemples. Ça donne vraiment envie de partir à la rencontre des artisans et de redécouvrir tous ces savoir-faire qui finalement font pleinement partie du patrimoine vivant français. On va s'éloigner du Périgord pour partir en Lorraine. Bertrand Masson, vous êtes adjoint au maire de la ville de Nancy, délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d'art et aux grands événements. Comment appréhendez-vous l'avenir de ces secteurs dans votre ville à Nancy? Oui, bonjour. Merci d'abord pour votre invitation à participer à ce temps d'échange. Alors, avant de répondre à votre question, je me permets juste de faire une petite incise, en quelque sorte, sur la volonté politique qui a été la nôtre après les élections municipales, de mettre ensemble les délégations que vous venez d'évoquer, la culture, le patrimoine, les métiers d'art et les grands événements, parce que ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard, parce qu'il nous avait semblé extrêmement important d'avoir justement une approche globale de ces questions-là, d'ailleurs en lien aussi avec les politiques d'attractivité et de tourisme, et c'est pour ça aussi que je suis administrateur de la société publique locale Destination Nancy, qui est l'opérateur en quelque sorte de la métropole sur les questions de tourisme et d'attractivité au sens plus large du terme. Je le dis parce que je crois que c'est en termes de méthodologie, en tout cas c'était ce qui nous était apparu comme particulièrement pertinent, parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas forcément le cas. Autant les questions de culture étaient très bien identifiées. Aujourd'hui, dans l'organisation même des services de la ville de Nancy, les questions de patrimoine relèvent de l'urbanisme et n'avaient aucun contact avec les services culturels. Et les métiers d'art étaient rattachés au commerce, au service du commerce, et ne travaillaient pas non plus forcément en lien avec les deux autres secteurs. Et nous, on a eu, en tout cas, on a eu cette volonté-là, et je voulais le signaler parce que je crois que parmi les éléments peut-être de réflexion qui nous ont animés, eh bien, celui-ci pouvait être important. Voilà, j'en reviens maintenant à votre question. Je ne veux pas trop longuement vous représenter la ville de Nancy, mais vous dire que cette ville est effectivement très riche d'un patrimoine extrêmement important. On compte dans la ville plus de 270 monuments classés ou inscrits monuments historiques. On compte un des plus grands secteurs sauvegardés de France qui fait plus de 150 hectares. Et puis, peut-être ce qui est le plus connu au-delà de nos frontières communales, on va dire, un ensemble de 3 places tout à fait remarquables, classées patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, les places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance. Alors, pour en revenir peut-être à la question de patrimoine et tourisme de proximité, je voulais d'abord vous dire ce que nous avons fait cet été, parce que, comme l'a dit M. Rousseau tout à l'heure, c'était un été tout à fait particulier en matière de tourisme et de tourisme urbain. Alors, à Nancy, nous bénéficions… alors, à la fois, nous ne sommes pas dans la première des régions touristiques de France. Je crois que je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ça plus longtemps. Mais nous bénéficions à l'inverse d'un atout majeur que nous essayerons dans les années à venir de valoriser. C'est notre proximité de 3 frontières européennes, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Et cet été, je peux vous dire que, bien évidemment, les touristes locaux étaient très nombreux, mais aussi des touristes venus de l'autre côté de la frontière. Alors, je pense qu'on peut les compter dans le tourisme international, même si pour nous, à l'échelle de notre région, ce sont nos voisins immédiats et finalement, dans des régions transfrontalières comme la nôtre, on ne connaît pas trop, on ne connaît plus trop la notion de frontières. Alors cet été, on avait monté tout un programme d'animation estivale
qui s'appelait d'ailleurs « Bienvenue chez vous ». Et donc, le seul intitulé de cette programmation-là était directement en lien avec les conséquences de la crise sanitaire. Et nous avons surtout, et c'est ça que je voulais dire d'abord, voulu, en matière d'appropriation du patrimoine par les habitants de la ville, nous avons voulu ouvrir au grand public, enfin au public en général, du patrimoine municipal qui habituellement est fermé aux visiteurs. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais c'était finalement quelque chose d'extrêmement important, d'ouvrir par exemple l'hôtel de ville de Nancy, qui est le bâtiment principal de la place Stanislas, dont je parlais tout à l'heure dans le cadre de notre patrimoine mondial de l'humanité, et bien permettre d'accéder à ce patrimoine-là pour les habitants de la ville ou les touristes qui sont venus cet été. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Accéder à l'Opéra national de Lorraine qui se situe aussi sur la place Stanislas, alors qu'habituellement on accède à ce bâtiment que si on se rend à un spectacle de l'Opéra ou de l'Orchestre national, eh bien, c'était l'occasion, finalement, de manière extrêmement simple, de s'approprier ou de redécouvrir un patrimoine de proximité dont on ne voit généralement que les façades et dont on a peu l'occasion de pénétrer à l'intérieur. Donc, c'est quasiment la première décision qu'on a prise quand nous sommes arrivés aux responsabilités après les élections municipales, c'était d'ouvrir ce patrimoine-là à l'ensemble de ceux qui seraient à Nancy cet été, et d'abord, bien évidemment, en pensant à ceux qui ne partiraient peut-être pas en vacances en cette année si particulière. De la même manière, et vous avez là sur le slide qui est à l'écran, la partie droite du slide, nous avons aussi fait le choix de mettre en évidence, alors je le dis bien évidemment sans connotation négative, mais du petit patrimoine de proximité. Et par exemple, cet été, nous avons édité un document qui présentait le patrimoine scolaire de la ville, un patrimoine qui date pour une part de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, une période de développement extrêmement important pour la ville. J'y reviendrai d'ailleurs dans un instant. Mais on est bien là je crois, dans l'hyper-proximité, parce que là, on est dans du patrimoine à l'échelle du pâté de maison. C'est l'école qui est au coin de la rue. Mais c'est un patrimoine remarquable parce que ce patrimoine, il a une histoire au-delà même de ses usages scolaires. Donc là, on a dès cet été mis l'accent sur de l'hyper-proximité et de l'appropriation par les habitants ou les visiteurs d'un patrimoine du coin de la rue, quoi, en quelque sorte, et ça nous paraissait être extrêmement important. Je voulais aussi vous présenter peut-être quelques pistes de travail sur lesquelles nous sommes, en essayant de vous montrer comment on essayait de travailler une approche globale de la question patrimoniale, au-delà simplement de son entretien ou de sa restauration, ce qui nous paraît être extrêmement important. On travaille par exemple sur l'anniversaire de la mort de Jean Lamour. Alors, Jean Lamour, c'est un ferronnier qui notamment a réalisé les grilles, enfin je dis notamment parce que c'est qu'une petite partie de son œuvre, mais c'est peut-être celles qui sont les plus connues là aussi, qui a réalisé les grilles qui ornent la place Stanislas, donc la principale place de Nancy. Et donc nous travaillons actuellement à la fois bien évidemment à présenter l'œuvre de Jean Lamour à travers un parcours dans la ville où on pourra admirer plusieurs de ses réalisations. Mais je voulais dire qu'on le faisait en lien avec, d'autre part, une réflexion sur le plan de gestion de ce patrimoine mondial. C'est un plan de gestion qui est réclamé en quelque sorte par l'UNESCO pour les sites classés, qui comprend pour notre part, et c'était dans notre projet politique en quelque sorte, l'ensemble de la piétonisation de ce patrimoine-là, ce qui n'est pas encore totalement le cas aujourd'hui. Et donc là, ça rejoint les questions de mobilité, et notamment de mobilité douce dans la ville. On le fait aussi avec la valorisation, et ça fait écho à ce que vient de dire ma collègue de Périgueux, avec les artisans d'art
qui sont aujourd'hui encore en activité dans la ville, et notamment sur le travail du fer. Vous savez que la Lorraine est une terre historique d'extraction du fer et du travail du fer. On a encore dans la ville des ferronniers d'art qui travaillent, et donc ce travail-là, on souhaite le faire avec des artistes d'aujourd'hui. On n'est pas uniquement, je le redis, dans la célébration d'un passé glorieux en quelque sorte, mais on est aussi dans la valorisation de savoir-faire d'aujourd'hui. Et on le fait enfin en valorisant notre contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire en associant aussi les publics scolaires pour leur faire aussi découvrir ces éléments de patrimoine. Pour aller plus vite, et peut-être sur la slide suivante, c'est exactement cette philosophie-là qui a conduit la ville dans les années qui ont précédé 2020 à engager la rénovation de tout le patrimoine école de Nancy, dont en 2021, nous fêterons les 120 ans de la naissance, et en accueillant notamment à Nancy l'Assemblée générale du réseau européen Art Nouveau Network, qui nous associe à des villes comme Bruxelles, Barcelone ou Prague. Le travail qui a été fait à partir notamment de la Villa Majorelle que vous avez là à l'écran, c'est un travail de restauration du patrimoine, d'ouverture au public, parce que jusqu'à une date récente, c'est un patrimoine qui n'était pas accessible au public, qui abritait notamment des services du ministère de la Culture, et qui maintenant, parce qu'il a été racheté par la ville, est un site ouvert. Et je peux vous dire que même en année de confinement qu'on a connu, et même en année de difficultés telles qu'elles ont été décrites il y a quelques instants, ce site connaît un succès tout à fait remarquable. C'est devenu vraiment un des fleurons du tourisme patrimonial à Nancy. Et ça s'est fait aussi, voilà, je le dis parce que j'y suis moi très attaché, en vraiment en y associant les artistes d'aujourd'hui. C'est le lien que je fais en permanence entre culture, patrimoine et métier d'art, parce qu'il s'agit aussi de soutenir cette filière qui, elle aussi d'ailleurs, est en grosse difficulté cette année. Je vais très très vite parce que je crois que mon temps est déjà peut-être éteint, mais peut-être non. Alors je vais passer ça, tant pis, sur le projet que nous avons à partir de l'été prochain, d'une exposition hors les murs sur le patrimoine alsacien à Nancy. Alors, je suis quand même obligé de vous dire en 30 secondes que l'histoire patrimoniale et culturelle de Nancy, elle s'est forgée notamment suite à la guerre de 1870 et à l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace et de la Moselle. Parce que après cette annexion-là, Nancy est devenue comme une vitrine de la France face au Reich allemand en quelque sorte. Et nous avons accueilli à Nancy ce qu'on appelle les optants, c'est-à-dire de très nombreux artistes venus d'Alsace et du département de la Moselle qui on les appelle les optants parce que ce sont ceux qui ont opté pour la France alors que leur région ou leur territoire d'origine était annexé par l'Allemagne. Et en fait, c'est à partir de cette époque-là que la ville de Nancy a connu un développement culturel extrêmement important et dont nous bénéficions encore de l'héritage. Et nous avons à Nancy un patrimoine qui n'est pas du tout dans l'ADN de la ville, mais qui aujourd'hui fait partie de son identité quand même pour autant, un patrimoine alsacien que nous mettrons en valeur. Mais peut-être je voulais terminer par vous dire que le projet sur lequel aussi nous travaillons, c'est sur la valorisation du patrimoine art déco. Et là aussi, je veux le dire, alors ce serait une manifestation pour 2025, en écho notamment à l'exposition des arts décoratifs et industriels qui s'est tenue à Paris en 1925. Et là aussi, je voulais le dire parce que c'est aussi du patrimoine d'hyper-proximité, parce que ce patrimoine-là, il est aujourd'hui du patrimoine de tous les jours. Il est du patrimoine habité par des particuliers, des privés. Et notre idée, c'est bien évidemment d'abord de faire se réapproprier la richesse du patrimoine local par ceux qui y vivent sans même parfois se rendre compte de la qualité ou de l'importance de ce patrimoine-là. Alors bien évidemment, si ça peut faire venir des touristes
de l'Europe entière, on en serait bien évidemment, extrêmement fiers et extrêmement ravis. Mais il y a aussi cette idée de réappropriation par les habitants de leur propre patrimoine, de ce qui finalement leur appartient, que ce soit du patrimoine qui appartient à la ville, comme des écoles, l'hôtel de ville, un opéra ou je ne sais quoi, mais aussi finalement des maisons individuelles ou qui appartiennent à des entreprises, des structures privées, bien évidemment. Et à chaque fois, on a cette volonté d'une approche très scientifique, hein, bien évidemment, mais aussi d'une approche très grand public, en écho à ce que je viens de dire. Voilà, excusez-moi si j'ai été un petit peu long, mais bien évidemment, je suis disponible pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup Bertrand Masson. Effectivement, c'était difficile de vous couper tant vos démonstrations étaient inspirantes. C'est vrai que le patrimoine ancien est extrêmement bien mis en valeur et réhabilité. Vous nous l'avez bien illustré. Du coup, effectivement, on gardera les questions pour la fin de la conférence. On va partir en Savoie avec Florence Vincendet, directrice de Maurienne Tourisme. Comment alliez-vous la découverte du patrimoine et l'écomobilité ? Et bonjour, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors nous, on se situe en ville, hein, on est vraiment dans la montagne. La Maurienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au sud des Alpes du Nord, le plus au sud, frontalier avec donc l'Italie, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Comte de Savoie et la vallée de la Tarentaise. Donc on est un territoire un petit peu particulier dans le sens où on est un territoire de vélo, on est classé comme territoire de vélo puisque on est dans un endroit où on regroupe 16 cols, dont 6 grands cols mythiques que sont l'Iseran, Télégraphe, Galibier, Croix de Fer, Glandon ou Madeleine. Ça, c'est des mots qui doivent vous évoquer quelque chose. Puisque ces grands cols sont régulièrement passés par le Tour de France ou d'autres grandes courses de vélo. Et il s'agit tout simplement du seul endroit au monde à concentrer autant de grands cols mythiques. C'est pour ça qu'en 2010, on a déposé la marque La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde, parce qu'on était cet endroit où on concentrait autant de cols mythiques. Outre cette marque, la Maurienne, ce n'est pas seulement des grands cols et ce n'est pas seulement du vélo. Et c'est aussi pour ça que j'interviens aujourd'hui, puisque la Maurienne, en dehors de ces grands cols, elle possède un certain nombre de patrimoines divers et variés, des patrimoines naturels bien sûr, mais aussi des patrimoines culturels, puisque la Maurienne représente aujourd'hui 35% du patrimoine bâti de la Savoie, donc c'est non négligeable. Elle révèle le long de ces 120 km de long, puisqu'on est une des vallées alpines les plus longues de l'arc alpin, différents types de trésors cachés qui sont liés notamment donc à son histoire culturelle, bien sûr, mais aussi son histoire industrielle, et je rejoins Bertrand là-dessus, puisque les patrimoines, c'est aussi l'industrie, et on ne va pas s'en cacher, au contraire, il faut les valoriser. C'est des sciences, des techniques, parce qu'en zone de montagne, on est obligé d'être assez ingénieux pour pouvoir construire un certain nombre de choses et puis s'adapter à la vie de la montagne. Et puis, c'est toute une histoire autour du tourisme également. C'est important aussi et c'est ce qui a marqué ce territoire. Alors nous, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi pas allier un mode de déplacement doux tel que le vélo avec une découverte des différents trésors cachés que peut avoir la Maurienne à travers notamment, évidemment, des paysages assez grandioses, mais aussi le volet un petit peu authentique et puis les différentes richesses que possède ce territoire. C'est là-dessus qu'on a essayé de s'orienter. Et donc, aujourd'hui, le vélo a plusieurs types d'usages. Donc, c'est la slide 2, à différents types d'usages. Et le vélo, alors, on connaît le vélo sous la forme du sport, évidemment, que ce soit vélo de route, VTT ou vélo assistance électrique désormais.
Mais le vélo, ce n'est pas seulement du sport. Aujourd'hui, le vélo, ça peut avoir un usage simplement de loisir, c'est-à-dire je vais me balader à vélo avec des copains, en famille, etc. Le vélo, c'est aussi un bienfait pour les uns et les autres, c'est-à-dire que par rapport à notre santé, ça peut être un moyen de s'entraîner par rapport à un sport, un moyen de se rééduquer suite à des petits problèmes et un moyen de se maintenir en forme, tout simplement. Le vélo, c'est ça aussi. Et enfin, le vélo devient de plus en plus un outil donc, de mobilité douce, comme on dit, et puis, du coup, un outil de mobilité et un outil de découverte du territoire ou des territoires, quels qu'ils soient. Et ça semble quelque chose d'assez intéressant parce que à vélo, on a le temps de découvrir le territoire. On ne le découvre pas tout à fait de la même manière qu'en voiture ou sur des formats différents. À pied, bien sûr, on a le temps aussi de découvrir les choses, mais à vélo, il y a un petit côté ludique qui peut être sympathique. Là, vous voyez sur la photo, on est dans un village typiquement traditionnel, pierre de taille, toit en lauze, petit chemin à travers ce hameau. Et pourtant, on est en vélo assistance électrique, un VTT assistance électrique, et on peut découvrir ce paysage. Donc là, les slides suivantes vont vous montrer qu'à vélo, on peut découvrir donc aussi bien, alors j'ai fait un petit mélange de panoramas grandioses avec la montagne en général, les lacs, etc. Mais aussi, on peut découvrir les patrimoines baroques, puisqu'on fait partie des territoires où il y a les chemins du baroque, donc à travers des différents patrimoines religieux. Alors, ça peut être des églises, mais aussi des toutes petites chapelles qu'on ne connaît pas forcément, mais en passant à vélo, vous pouvez vous arrêter, soit les découvrir de l'extérieur ou bien les découvrir de l'intérieur. On a également différentes fortifications dues à l'histoire de notre territoire. Le fameux couteau Opinel que les uns et les autres vous avez peut-être eu en main et qu'un montagnard digne de ce nom a toujours avec lui quand il se promène. Et puis, on a des aménagements aussi qui se font peu à peu, mais des aménagements intégrés au sein des forêts pour faire notamment du VTT. Et ça, c'est important aussi de le signaler. Dans la slide suivante, l'idée, c'est de dire aussi que nous avons un patrimoine de pastoralisme. On a encore une agriculture de montagne qui est fortement présente. Et grâce à eux, les paysages sont grandiose aussi, puisqu'on appelle les agriculteurs de montagne les jardiniers des montagnes, parce que grâce à eux, on a de beaux paysages. Et ça permet une préservation de la faune, de la flore et des paysages en général. Donc, outre les grands cols, comme là, vous avez le col du Galibier en vue panoramique, vous avez également d'autres savoir-faire locaux liés à l'industrie, par exemple, avec des bobines de fil d'aluminium sur votre gauche, fabrication made in Maurienne, ou encore des cloches dans un village, un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Belleville, et des cloches qui ont été récupérées dans des anciennes églises ou des anciennes petites chapelles et qui ont été mises en lumière à travers une œuvre plutôt moderne, ou encore des petits hameaux ou villages classés village le plus beau de France comme Bonneval-sur-Arc avec le hameau de l'Écho, mais aussi des choses de la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur des grands chantiers d'aménagement du territoire également, puisque actuellement nous avons le grand chantier ferroviaire du Lyon-Turin qui est en cours, donc c'est l'image qui se trouve en bas à droite sur votre écran, et ça c'est aussi un patrimoine différent, mais c'est comment on fait pour appréhender la montagne et construire des choses au cœur de la montagne sans tout détruire, ou en tout cas en essayant de s'adapter à ce milieu qui n'est pas toujours facile. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à connaître. Et puis en haut à droite, il y a une petite vignette parce que la Maurienne est connue par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, mais elle est beaucoup moins sur tout ce qui est scientifique et technique. Et on a énormément de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises qui sont sur ce territoire également et qui font partie du patrimoine local. Et donc, on a par exemple l'Office national d'études et de recherche aérospatiale qui est basé en Maurienne et qui fait des tests au sein d'un village qui est tout petit, mais c'est une prise de guerre de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Et voilà, donc ça, c'est des choses aussi à découvrir.
Donc, le principe pour nous aujourd'hui, c'est de dire que les patrimoines sont bien présents en Maurienne. Le vélo est présent également en Maurienne, sur des chemins, sur des routes ou sur du mix. Aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de dire comment mettre en avant tous ces trésors cachés finalement. Alors, certains se voient plus que d'autres, mais on a un certain nombre de trésors cachés en Maurienne. L'idée, c'est, alors on a commencé par travailler avec différents acteurs du tourisme et de la culture en Maurienne pour mettre en place, par exemple, un petit document qu'on a appelé les trésors cachés de Maurienne, où là, avec 18 sites de découverte plus ou moins connus, on leur a demandé de mettre en avant des patrimoines, des monuments, des activités à proximité de leur propre site, pour que, quand quelqu'un vient sur un site de découverte, puisse découvrir aussi d'autres choses pas très loin. Et ça peut se faire à pied, mais ça peut se faire aussi à vélo, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, parallèlement à ça, on commence à travailler vraiment sur des itinéraires de découverte à vélo, notamment en vélo assistance électrique, parce que l'avantage du vélo assistance électrique, c'est que nous, c'est une vraie révolution en zone de montagne, puisque jusqu'à maintenant, personne, enfin peu de gens en tout cas, arrivaient à grimper entre guillemets nos pentes, puisqu'il faut être quand même cyclosportif avéré. Aujourd'hui, c'est possible de grimper certaines pentes grâce à ce nouvel outil qu'est le vélo assistance électrique, et du coup de pouvoir parcourir des chemins ou des routes qui permettent de découvrir différents types de patrimoine. Alors là, j'ai mis un petit exemple qui a été lancé cet été, 2020. Un 3 jours de nuit, par exemple, en vélo assistance électrique, avec, vous avez un petit roadbook, des guides conférenciers qui interviennent chaque jour sur différentes thématiques, une nuitée en refuge, une nuitée en hôtel, les transferts bagages, la découverte de produits locaux, des spas pour se détendre un petit peu, et puis surtout faire des belles rencontres avec différentes gens et différentes personnes qui sont soit vraiment ce qu'on appelle les gens du coin, soit des gens qui sont venus s'installer également en zone de montagne après d'autres vies et qui sont tombés amoureux du secteur et qui le vendent et qui le revendiquent fortement aujourd'hui. Et l'exemple que je donne, il est assez, il donne une petite touche peut-être d'optimisme pour plus tard. C'est un itinéraire que vous faites à vélo et ça s'appelle le chemin du petit bonheur. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est prometteur. Et on espère pouvoir allier, du coup, dans tout ça, on espère pouvoir allier donc préservation de l'environnement avec des modes de déplacement doux, découverte des patrimoines locaux, quels qu'ils soient, et ne négligeons pas un patrimoine par rapport à un autre, patrimoine bâti, mais aussi des patrimoines vivants, parce que la culture locale est très importante, les traditions, les coutumes, c'est quelque chose auquel on tient aussi énormément, et ça rejoint, je pense, tous les territoires, quels qu'ils soient. Et il est important aussi de se dire que dans cette découverte des patrimoines à vélo, le capital humain est très fort et les rencontres sont celles qui apportent le plus d'émotion dans votre séjour. Et l'émotion, on va dire qu'aujourd'hui, on a un monde qui est un peu en 3D. L'émotion serait un peu la 4e dimension à appréhender pour le futur. Et pour rejoindre ce que disait Valère tout à l'heure, peut-être que réinventer le patrimoine, c'est aussi réinventer l'approche de ce patrimoine. Donc, nous, on est prêts à intervenir s'il y a des groupes de travail qui se montent avec plaisir. Voilà, j'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop longue et puis je laisse la porte ouverte à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup Florence Vincendet pour ces beaux témoignages et ces belles images. Ça donne vraiment envie de découvrir le territoire de Saint-Jean-de-Maurienne sous cet angle et notamment le fait de vivre vraiment des expériences. Je pense que c'est un peu ce qu'on peut dire en conclusion, redécouvrir le patrimoine en vivant vraiment des expériences, en allant à la rencontre des locaux. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous pour ces riches interventions.
On est parfaitement dans le timing, donc bravo, merci. Donc, il nous reste les 5 minutes pour les questions. Donc, les spectateurs, si vous avez des questions à poser, vous avez la possibilité de, en cliquant sur la petite main devant votre écran, de vous manifester. Et moi, je vais pouvoir ainsi vous donner la parole si vous voulez intervenir. Tac. Moi, j'ai peut-être une question, si en attendant que Bien certaines se apparaissent. Il faut toujours un premier, donc allez-y. Il faut un premier, donc je me lance. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressante, bien sûr, vos 3 présentations. J'ai trouvé aussi extrêmement intéressant ces liens que vous faites. Alors, ma question, elle va porter là-dessus. Ce lien entre tourisme et culture, est-ce qu'il est si facile à créer au niveau des services? On a fait, Martha Malvy avait fait une étude sur patrimoine et tourisme, justement, il y a quelques années. On avait vu que des fois, c'était un petit peu compliqué, ce lien entre 2 mondes, en fin de compte, qui sont pas forcément, pendant des années, se sont regardés un peu en chien de faïence. Est-ce qu'aujourd'hui, on travaille bien ensemble? Et donc, vous le démontrez, c'est sûr, sur vos territoires. Il y a beaucoup de choses, effectivement, que vous montrez. La notion aussi de fierté pour les habitants, la sensibilisation aussi des habitants pour en faire de véritables ambassadeurs. Ça, je crois que c'est essentiel, à la fois découvrir son cadre de vie pour les habitants eux-mêmes et puis après pour qu'ils portent cette belle parole auprès d'autres, de ceux qui viennent. Et par rapport à Atout France, pendant longtemps, s'est orienté plutôt sur les grands sites. Est-ce qu'aujourd'hui, la pandémie fait qu'il y a un autre regard sur l'ensemble de ces patrimoines, de ces petits patrimoines, de ces patrimoines moins connus? Est-ce qu'il y a un souhait de développer cet axe-là dans les différentes campagnes que l'on a vues, mais d'une façon plus sur le long terme? Alors, je ne sais pas qui commence. Mais... C'est vous, on dirait. Ouais. Déjà, moi, c'est la première question. Juste une remarque. Je crois que la motivation première des touristes internationaux pour venir en France, c'est la culture française. Donc, il est 50%. fondamental que les acteurs puissent travailler ensemble parce que ça, voilà, on voit très bien l'apport que la culture a pour le tourisme, mais on sait aussi l'apport que le tourisme peut avoir pour la culture, hein, ne serait-ce qu'en termes de retombées économiques. Hein, on voit aussi que beaucoup de sites, de monuments culturels sont publics et on est dans un contexte de raréfaction des fonds publics, donc on a des demandes souvent aux acteurs de professionnaliser leurs approches, d'attirer des clientèles touristiques et de développer des recettes propres. Donc de toute façon, je pense que c'est hyper important que les 2 secteurs travaillent ensemble. Nous, en tout cas, quand là, je refais le parallèle avec Réinventer le patrimoine, on s'est aperçu dans l'émergence des projets que cette phase de co-construction des acteurs, alors touristiques, culturels, associatives, les citoyens, c'était hyper important pour aboutir à des concepts, à des projets de valorisation qui fassent sens et qui attirent des clientèles, alors des visiteurs, hein, même locaux ou internationaux, parce que inscrits dans un territoire, inscrits aussi dans un patrimoine, et que de toute façon, il fallait qu'il y ait un mariage de culture et tourisme pour pouvoir y parvenir. Voilà. Donc, je referme ma parenthèse, mais je laisserai après nos confrères répondre, mais c'est hyper important. Et puis, pour la prise en compte donc des petits patrimoines, il y a effectivement je pense encore une fois, ce programme. Nous, on intervient en ingénierie, donc à travers un dispositif qui s'appelle France Tourisme Ingénierie, qui est un dispositif d'État, hein, appelé des vœux de l'ancien Premier ministre. Et donc, on a ces programmes, et notamment Réinventer le patrimoine, où on va aller aider des collectivités dans des sites parfois très ruraux. Hein. Je pense notamment par exemple, mais il y en a d'autres, mais au château de Courtenvaux, qui est à Bessay-sur-Bray, dans une commune de 2000 habitants. Le site patrimonial appartient à la commune et on appuie ce petit patrimoine. Donc on s'intéresse à la fois à des sites comme la citadelle Saint-Nicolas à Marseille, plein centre d'une métropole régionale, comme un petit patrimoine public. Et ça démontre, à travers ces différentes approches,
qu'on peut en tirer des enseignements pour l'ensemble des collectivités en France qui auraient des patrimoines avec ces caractéristiques. Merci. Et peut-être au niveau des collectivités, sur ce lien, moi qui ai aussi d'autres questions, Héloïse, mais sur le lien plus entre culture, tourisme, ce n'est pas forcément les compétences, les compétences peuvent être à la commune ou à l'intercommunalité. Est-ce qu'on arrive à bien travailler ensemble? Oui, enfin, moi je veux bien dire un mot là-dessus. Alors effectivement, je voulais parler effectivement de la question de la compétence parce que c'est quand même parfois un frein administratif, on va dire. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je le vois ici à Nancy, la culture reste une compétence première des villes, alors que le tourisme, qui est plutôt rattaché habituellement à l'attractivité économique, qui est vécue comme une activité économique, et relève plutôt d'une compétence d'ailleurs maintenant obligatoire des métropoles. Et d'ailleurs, l'Office du tourisme, qui était municipal à Nancy, a été transféré à la métropole quand nous sommes devenus métropole, puisque c'est une compétence obligatoire, je crois, des métropoles. Néanmoins, ce que moi, je ressens beaucoup ces derniers temps et dans les rendez-vous que j'ai ou dans les institutions culturelles que je vois chaque jour, c'est qu'il y a de plus en plus, alors c'est pour répondre à la question lien entre culture et tourisme, mais je trouve qu'il y a une préoccupation du territoire par les acteurs culturels qui est extrêmement forte et qui peut-être l'est plus que par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et clairement l'année, l'été notamment qu'on vient de vivre, interroge sur le modèle économique aussi du développement culturel. C'est-à-dire aujourd'hui n'avoir que comme seule ambition de construire des événements extrêmement importants pour accueillir des touristes venus de très loin, ça c'est un modèle qui est réinterrogé aujourd'hui. Et finalement, je pense par exemple à ce qui s'est passé nous cet été autour de la salle de musique actuelle de Nancy. Eh bien aujourd'hui, le directeur de cette salle, il interroge le modèle en prenant appui sur effectivement ce qu'on est en train de vivre, mais en disant est-ce que finalement, ce n'est pas un modèle plus vertueux, y compris en matière de développement durable, de mobilité, de circuits courts sur l'alimentation, par exemple, parce que quand on organise une manifestation, on interroge l'ensemble de ces questions-là. Et finalement, ce qui est encore vécu comme une difficulté, cette crise que nous vivons actuellement, bien, dans un certain nombre de lieux, elle est saisie comme une opportunité peut-être de réinterroger le lien au territoire dans lequel on est. Et on peut à la fois avoir une réflexion à l'échelle du quartier dans lequel les lieux sont implantés, sans abandonner une volonté de rayonnement plus large. Donc moi, au contraire, je trouve qu'en ce moment, ce lien entre culture, territoire, tourisme, attractivité, ou rayonnement, il est réinterrogé et je trouve que c'est une réinterrogation finalement assez saine, certes qui part d'une difficulté, mais qui peut-être, pour une part, peut être l'ouverture de nouvelles opportunités pour la suite, quoi. Si je peux me permettre pour compléter, pour nous, en tout cas, on a commencé ce travail de rapprochement entre acteurs culturels et acteurs touristiques, mais la notion de client, je pense qu'elle est importante aussi à considérer, c'est-à-dire qu'un client est un client, qu'il vienne de l'autre bout de la terre ou qu'il soit à 2 pas du village. Un client est un client, donc soit c'est un habitant local qui ne connaît pas forcément d'ailleurs son milieu local et donc qui va essayer de se l'approprier, et donc on doit le vendre aussi bien à ce client-là qu'à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'endroit. Alors on va le vendre peut-être différemment, mais en tout cas un client reste un client. Et cette notion de client, je pense qu'elle est importante pour tous les sites,
parce que l'idée, c'est de satisfaire au mieux les attentes de ce client. Et les attentes de ce client ne sont peut-être pas forcément ce que nous, on va proposer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer de multiples choses qui peuvent répondre aux clients de proximité comme aux clients national ou aux clients à l'international. Donc, c'est vrai que c'est une vision et une approche qui n'est pas simple, par contre. Et puis, mettre tout le monde autour de la table, ce n'est pas simple non plus. Mais on y arrive. C'est quand même un point qui est important, essentiel. Effectivement, si on veut construire le projet, c'est d'arriver quand même à le construire à plusieurs. Alors, Héloïse, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main, je crois, qui veut poser une question. On vous écoute. Bonjour, j'ai activé mon micro. Je suis Tiffany Ferraud, je suis une étudiante en master patrimoine et musée à l'université Bordeaux-Montaigne. J'avais une question un peu plus pour Valère Rousseau, mais ça rejoint un peu les discours que tout le monde tient. Je me demandais, dans votre programme, est-ce que le soutien que vous apportez plus au côté petit patrimoine, ça sert uniquement les intérêts ou l'attractivité touristique, ou vous commencez à vous ouvrir un peu à l'insertion de nouvelles dynamiques, on va dire économiques, à créer des pôles de rencontres, je ne sais pas, de vie locale, d'événements culturels? Parce que on disait que les gens cherchent un peu plus des modèles de tourisme insolite, s'éloigner des grands afflux touristique. Donc, je me demandais si vous tendiez à vous ouvrir un peu à tout ceci, plus pour le petit patrimoine. Oui, merci pour votre question. Oui, ça me fait penser à quelque chose. Donc, la thématique centrale, et c'est comme ça qu'on avait rédigé l'appel à projet à l'époque, c'était la mise en tourisme du patrimoine. Et donc, on avait une centaine de candidatures à l'époque et on a pu retenir 12 monuments. Donc, ça montre quand même l'intérêt aussi des collectivités pour être accompagnées sur de l'ingénierie touristique, pour la valorisation du patrimoine. Pour autant, effectivement, on essaye de s'ouvrir et vraiment là, encore une fois, on est dans une expérimentation, donc on va tester des choses au regard des nouveaux usages émergents en France. Et on va essayer effectivement de tester l'implantation de tiers-lieux dans ces monuments, alors soit des tiers-lieux temporaires, soit permanents. Temporaire, par exemple, durant la phase de chantier, dans l'attente de la réalisation du programme permanent. Et là, ça peut être des usages, alors ça dépendra vraiment là, des attentes et des besoins des territoires et des citoyens locaux, parce que le tiers-lieu, c'est pas vraiment touristique, à part quelques tiers-lieux en très grande métropole. Je pense notamment au Grand Voisin, là, qui a arrêté ses activités au début du mois. Et parce que justement, il était très atypique et c'est pour ça qu'il arrivait à attirer des flux touristiques. Mais le tiers-lieu, ça a vocation d'abord à répondre aux besoins des territoires locaux. Et donc, on va essayer effectivement de mettre ça en place, notamment aussi pour développer l'attractivité, le rayonnement de ces sites. Et puis ensuite, peut-être éventuellement, si jamais des usages s'avéraient effectivement extrêmement utiles et pertinents au regard des attentes des visiteurs, d'essayer de développer, de pérenniser des activités à plus long terme. Voilà. Donc effectivement, c'est une approche qu'on essaie de développer dans le cadre de réinventer le patrimoine. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Si je peux me permettre, par rapport à cette notion de tiers-lieu, c'est peut-être aussi l'occasion justement de rapprocher les différents acteurs des différents secteurs d'activité au sein d'un même lieu. C'est vrai qu'un tiers-lieu n'a pas forcément vocation touristique en soi, mais par contre peut être un lieu de rassemblement d'acteurs de divers horizons. Et ça pourrait être intéressant peut-être effectivement dans les expérimentations que vous menez, parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être apporter beaucoup à différents acteurs. Nous, par exemple, on s'interroge sur les pique-niques pour les cyclistes. Et, comment faire pour faire en sorte que les pique-niques soient des pique-niques avec des produits locaux en circuit court économique.
Voilà, c'est une question toute bête, mais finalement, c'est quelque chose qui peut satisfaire à la fois les acteurs du territoire, mais aussi le client. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'est intéressant votre réflexion parce qu'on a 2 sites. Alors, je pense à 2, notamment un site briqueterie dans le Marais Poitevin et un site avec la ferme de Zuidcote près de Dunkerque, d'anciens sites industriels et qui sont le long de pistes cyclables dans le réseau européen et qui s'interrogent aussi sur les services à proposer voilà, aux cyclotouristes. Donc effectivement, c'est des approches. Alors on va être accompagné par des opérateurs gestionnaires de tiers-lieux au niveau national et qui voilà, ont cette culture pour pouvoir réunir effectivement entreprises, associations, acteurs culturels, touristiques des territoires. Et il faudra qu'on s'interroge effectivement sur les bons usages à apporter en fonction des besoins. Alors, sur les tiers-lieux, je vous invite aussi à revoir les capsules que l'on a faites sur une journée tiers-lieux qui a été réalisée à Elbeuf. À Tout France, c'était représenté par Christophe de Chassé d'ailleurs. Et dans ces tiers-lieux, il y en a un effectivement qui est plus orienté sur le tourisme, c'est le domaine des Bouqueteaux, et qui était extrêmement intéressant parce qu'ils avaient une approche très environnementale, très durable autour du patrimoine, mais aussi une approche touristique qui animait aussi le tiers-lieu, qui était une des activités du tiers-lieu, puisque le tiers-lieu a plusieurs activités, mais il travaillait aussi beaucoup sur les produits locaux. Je pense que c'était une expérience qui peut aussi vous intéresser. Au niveau de Cité, on lance aussi cette réflexion sur les tiers-lieux patrimoine, plus en lien avec le patrimoine et qui peuvent accueillir différentes activités avec des collectivités qui seraient intéressées pour participer à ce projet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, Héloïse, d'autres réflexions? Alors, je n'en vois pas d'autres. Je rappelle que si vous souhaitez poser une question… Sandrine Ribeiro a levé la main. Yes. Voilà, ce sera la dernière question peut-être parce que je vois qu'on est… Le temps tourne, effectivement. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle donc Sandrine Ribeiro. À la base, je suis dans la communication et le marketing, mais j'aimerais me spécialiser dans le patrimoine et donc je suis assez novice. Ma question risque peut-être d'être, vous allez me dire, vous parliez tout à l'heure du fait que le secteur du tourisme se rapprochait de plus en plus au secteur de la culture. Mais moi, quand je vous en entends parler, sous le prisme du patrimoine, j'ai l'impression qu'au final, ça se confond. J'ai un peu du mal à voir la différence entre les deux. Par exemple, si j'ai bien compris, Madame Florence Vincendet est élue locale, mais elle nous a présenté des itinéraires touristiques, par exemple, et pourtant, il me semblait qu'elle était… Non, elle est… je vais laisser Florence répondre. Alors moi, je ne suis pas élue. Ah, pardon. Non, je suis directrice d'une association justement qui travaille à l'échelle de tout le territoire et qui mène des acteurs privés et publics au sein de l'association pour travailler sur le développement du tourisme estival, de l'itinérance et du vélo. Voilà. D'accord, ok. Mais sinon, du coup, est-ce que vous avez des exemples de coopération entre la culture et le tourisme? Parce que moi, j'ai l'impression que ça se mélange un peu, en fait. J'ai du mal à voir la… Alors l'exemple, je ne suis pas rentrée dans les détails tout à l'heure, mais par exemple, l'exemple que je disais, le petit séjour là, que j'ai présenté sur la fin, c'est un exemple de coopération entre l'Office de tourisme de Haute-Maurienne-Vanoise, qui se situe au fond de la vallée, avec une fondation qui s'appelle la FACIM, et c'est une fondation en Savoie qui s'occupe de tout ce qui est patrimoine et qui développe notamment tout ce qui est autour de l'art baroque, qui présente l'art baroque et les églises baroques en Savoie. Et donc, là, par exemple, ils ont monté ensemble un produit touristique, pour le coup, puisqu'on propose un séjour, un séjour, c'est du tourisme, un séjour de 3 jours et 2 nuits, avec à la fois des découvertes liées au baroque, bien sûr, avec des guides conférenciers qui interviennent, mais aussi la découverte de la vie locale en lien avec, par exemple, des gardiens de refuge, des agriculteurs locaux ou encore un accompagnateur en montagne qui connaît très bien la faune et la flore du territoire. Donc là, si vous voulez,
pour nous, en tout cas, alors peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, pour nous, c'est un exemple de collaboration très concret entre des gens issus plutôt du milieu culturel et qui connaissent tout l'art baroque, toutes les origines du baroque, etc. Et des gens qui sont aussi sur le terrain et qui connaissent le territoire, mais d'une manière différente. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. C'est juste que, on parlait tout à l'heure d'intensification de la collaboration, mais pour mémoire, j'ai toujours l'impression que les deux ont toujours été liés de toute façon. On est d'accord ou... C'est pas toujours si simple que ça, en tout cas, me concernant. Okay. Je trouve qu'il y a une évolution qui a le mérite d'exister, mais qui est relativement récente. Mais qui est plutôt, je dirais que nous, on est optimiste pour la suite. D'accord, ok. À titre d'exemple, Florence Vassandé parle de clients pour le tourisme. Dans la culture, on parlera plutôt de visiteurs. Donc, on n'est pas. Il y a déjà un vocabulaire sur lequel il faut travailler. Mais on se retrouve effectivement, et heureusement, et je pense aussi comme Florence, qu'on est dans une vision plus positive et que les liens se font surtout au niveau local. On travaille ensemble, les gens travaillent ensemble. Et heureusement. Monsieur Masson, vous vouliez intervenir. Oui, non, c'est juste pour abonder dans ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que notamment pour les artistes, dans le monde culturel, c'est l'acte de création qui est au cœur de leur activité. Et donc finalement, et parfois même la question de la diffusion, de la médiation est presque secondaire, c'est-à-dire dans un certain nombre de disciplines artistiques, cette question de la création, presque pour lui-même, est fondamentale. Mais je pense que les choses évoluent quand même positivement parce que il y a des intérêts croisés, comme tout à l'heure, je crois, Monsieur Rousseau le disait. Mais c'est vrai que l'entrée n'est pas la même. Mais ça n'empêche pas de croiser. Par exemple, moi, je travaille en ce moment avec les artisans d'art pour que leur production soit présente dans les boutiques des musées de la ville. Et plus il y aura de visiteurs dans les musées de la ville, donc plus il y aura de touristes, plus ils seront susceptibles d'acheter des productions, des créations des artisans d'art locaux. Donc là, on voit bien qu'il y a voilà, c'est l'intérêt des artisans d'art qu'on ne trouve pas dans les musées que des produits made in China, mais qu'on trouve aussi de la valorisation de savoir-faire locaux. Et là, je pense que chacun y trouve un intérêt. Voilà, je voulais donner cet exemple-là, par exemple. D'accord, merci. Bien, je crois qu'on va peut-être… Merci pour ces questions. Peut-être Héloïse, peut-être on va terminer là, puisqu'on était parti sur une intervention d'1 heure, on est à 1h15. Peut-être… S'il y a des questions, vous nous les ferez passer, peut-être ces questions, s'il y a d'autres questions de personnes qui au dernier moment, ont des envies particulières de questionnement. Héloïse, oui? On ne t'entend pas, Héloïse. Excusez-moi. Il y a une dernière question de Clara Leroux. Je ne sais pas si je m'occuperai de récupérer la question et de vous la faire suivre si vous devez filer. Hop là. Très bien. Bien. Merci beaucoup à tous pour cette rencontre et cet échange qui nous laisse quand même des perspectives positives et qui montrent en fin de compte que la crise nous amène à revoir aussi nos façons de travailler et travailler peut-être plus sur un tourisme local de proximité avec des réflexions aussi sur ce tourisme plus durable. Avec la pratique du vélo notamment, avec le tourisme d'été aussi en lien pour créer d'autres saisons. Parce qu'on a vu qu'en Savoie, on avait toujours eu la saison d'hiver, mais la saison d'été est importante aussi. Et puis d'autres formes de tourisme qui permettent aussi aux habitants de redécouvrir leur patrimoine, que ce soit à Nancy ou à Périgueux. Vous avez aussi évoqué un petit peu l'importance des habitants. Vous avez aussi évoqué le label Ville d'art et d'histoire, Ville et pays d'art et d'histoire. J'ai vu le logo en tout cas, et Florence Vassandé, vous l'avez évoqué au niveau de la FACIM. Je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi lié culture, patrimoine, tourisme, que d'évoquer aussi ce label.
Merci à Valère Rousseau pour son intervention et ses pistes et son point sur cette saison touristique où on a vu quand même pas mal de zones en vert et vert foncé, donc des zones qui sont peut-être moins visitées traditionnellement. Et c'est vrai que nous, on avait eu des retours assez positifs de certaines régions de France par rapport à leur fréquentation touristique de cet été. Voilà, les Français sont de retour sur le territoire national en visite. Et comme le disait aussi Florence Vincendé peut-être, c'est important aussi de savoir quels sont les produits que l'on peut proposer, les nouvelles découvertes à proposer, qu'est-ce que l'on peut mettre au menu pour mieux découvrir les patrimoines, mieux faire connaître ces patrimoines, à la fois les plus importants, les moins connus, réouvrir les portes comme vous l'avez fait à Nancy. Je suis ravie qu'on puisse visiter la maison Majorelle. C'est quand même une chance. Et puis ce lien avec les artisans d'art et ce que vous évoquiez aussi, donc à la fois faire en sorte aussi de faire vivre les artisans d'art, parce que c'est bien d'avoir des artisans d'art, mais il faut aussi qu'ils puissent vivre de leur production et les mettre dans les secteurs, dans le chemin du tourisme, c'est aussi important. Voilà, merci à tous. Bonne soirée, à très bientôt pour certains. Et merci à Héloïse pour cette organisation. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.